Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Loulou. Chine. Quand j'étais petit, je trempais les gâteaux d'apéro dans mon jus d'orange. Normalement, je ressemble le parcours classique. Ouais. Bon, peut-être que moi qui suis un peu ringard, mais... Allez, un peu de structure, Un peu de rigueur. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je me suis perdu. Comme disait Céline Dion, on ne change pas, on porte juste d'autres costumes sur soi. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un apéro avec, que je devrais vraiment renommer un café avec, et je suis en compagnie de Clément Corbia, qui est humoriste, improvisateur, mais avant tout comédien. La scène n'a plus de secret pour lui, et aujourd'hui, on va voir avec lui un petit peu ce qui se passe dans sa vie d'artiste et les différentes facettes de son métier. Bonjour Clément. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Bon, on vous cache pas, on est déjà en train de manger des cookies et de boire du café. Il y a des super cookies. De chez Pépite Cookies d'ailleurs. C'est une bonne adresse. C'est sponsorisé la vidéo? Pas du tout, mais j'aime bien mettre en avant des adresses que Cookies. j'aime. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Clément Corbia, j'ai un âge certain. J'ai 29 ans, je suis comédien, je suis originaire de Bordeaux. Est-ce que devenir comédien c'était un rêve d'enfant? Ouais, complètement. C'était. En fait, je sais pas si je le conscientisais comme ça, mais quand j'étais petit, j'étais extrêmement fan des Inconnus. Ok. Et j'ai une cassette d'ailleurs que je vais montrer à la caméra. Les archives. Ouais. Les vestiges. Ça, je l'ai jamais montré nulle part. C'est la cassette enregistrée VHS de la télé des Inconnus, avec l'écriture de mon père avec un feutre vert. Je la regardais, mais en boucle. C'est très simple, je regardais pas de film enfant. Tu devais connaître par cœur. Ah, mais plus que par cœur, je coupais le son et je refaisais les sketchs. T'avais quel âge du coup à peu près quand t'as commencé à regarder leurs sketchs? 6 ans, 6-7 ans, Ah ouais. école primaire quoi. Et du coup, je pense qu'enfant, je voulais faire partie des Inconnus quoi. Je voulais être Didier Bourdon, je pense. Ok, stylé. Ouais, donc ça a été mon premier déclic. Donc je pense que je suis venu au métier de comédien par l'humour d'abord. Okay. Par l'envie de faire rire, l'envie. Mais après, j'ai toujours aimé me mettre en spectacle. Je me rappelle quand j'étais en CE1, on a fait une kermesse de fin d'année. On chantait, donc ça trahit un peu mon âge aussi, on chantait du Michel Fugain, ce qui était déjà vieux pour l'époque, mais bon, aujourd'hui, plus personne ne se rappelle. Tu te rappelles de Michel Fugain? Ouais. Michel Fugain et le Big Bazar, bien sûr, tu dois connaître. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant. Oui, si, ça va commencer. Tous mes petits camarades qui aimaient pas trop se mettre en scène et tout dansaient, on faisait une chorégraphie ensemble. Et moi, je faisais Michel Fugain, donc il y avait un playback sur cette chanson. Il y avait ça, et puis il y avait aussi comme je pense plein de petits enfants de mon âge, spectacles de magie. Les premiers petits spectacles, je pense, que je faisais en famille, c'était ça. Pour répondre à la question de comment je suis venu au métier de comédien, je pense, enfin en tout cas, est-ce que c'était un rêve enfant et tout? Oui, il y avait ce truc de créer déjà des spectacles et de divertir les gens, et je pense une volonté de capter un peu l'attention aussi enfant, tu vois. C'était presque plus le métier d'humoriste finalement qui t'a attiré que le comédien? Je pense au début, ouais. Et faire rire peut-être les gens. Faire rire, ouais. Faire rire complètement. Après, du coup, je sais pas si tu veux que je détaille un peu maintenant le parcours ou ça sera ta question plus tard. On peut y aller, vas-y. Quand j'étais au lycée, donc j'ai pas pu faire trop de cours de théâtre moi enfant parce que je viens de la campagne et qu'il n'y avait pas énormément de cours. Donc les seules années où les cours de théâtre ont existé, je les ai faits, mais ils n'ont pas duré, voilà. Et après, arrivé au lycée, j'ai commencé à écrire des sketchs. Moi, je suis arrivé au lycée, la période où Kev Adams commençait à être connu. Et du coup, qu'un mec de mon âge, il a 1 an de plus, fasse des blagues. En plus, il expliquait qu'il prenait ses carnets, je me rappelle, il y a une interview où il expliquait qu'il prenait son cahier d'histoire et qu'il écrivait ses blagues dans son cahier d'histoire et tout. Donc ça a inspiré plein de gens de ma génération de se dire, en fait, on peut le faire, c'est accessible, quoi. Donc j'écrivais des blagues aussi, j'avais un carnet de blagues. Fin du lycée, je découvre le théâtre d'improvisation. Et en fait, arrivé à la fac, je m'inscris dans une troupe d'impro pour justement commencer à pouvoir avoir une expérience de la scène. Et mon plan dans ma tête, c'était faire du théâtre ou de l'impro, ou en tout cas être dans une troupe pour pouvoir me faire l'expérience de la scène et pouvoir ensuite me lancer dans le one man show. Sauf que ensuite, je suis tombé amoureux de la discipline théâtrale. Je suis entré dans un conservatoire, j'ai adoré, j'ai joué dans des classiques et tout ça.
j'ai découvert Molière, que je connaissais un peu comme tout le monde de par l'école, mais je trouve qu'on nous apprend très mal Molière, parce qu'on dirait que Molière c'est chiant et intello, alors que c'est gaguesque, c'est super drôle. Je suis rentré aussi au conservatoire parce que via l'impro, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Francis Villarouge, qui était aussi improvisateur et qui lui il a 10 ans quasiment de plus que moi, enfin il a 7-8 ans de plus que moi. Il avait déjà fait du théâtre, tout de façon un peu sérieuse. Et en fait on a grave accroché artistiquement, ça a été un coup de foudre artistique. Et on a commencé à écrire des sketchs ensemble. Et le moment où on commence à écrire des sketchs, lui il rentrait au conservatoire de Mérignac. Et du coup il m'a dit, il en avait parlé au prof. Il avait dit, le prof est ok, si tu rentres aussi au conservatoire, on pourra utiliser le conservatoire pour travailler le sketch aussi. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Je suis rentré au conservatoire et puis on a pu jouer nos sketchs devant le prof et tout. Trop bien. C'était très drôle parce que c'était un prof vraiment que j'aime énormément, Gérard David. Coucou Gérard. Très dans la rigueur théâtrale, il fallait surarticuler les textes, fallait très grande précision, mais du coup il m'a donné ça, cette rigueur qui je pense est fondamentale quand on commence le théâtre. Et à côté, par contre, il était très bon client de conneries, quoi. Ok. Donc, je me rappelle quand on passait nos sketchs très absurdes devant lui, il était au loin, c'était une grande salle, il était tout au fond derrière sa table en plastique, là, et puis on entendait faire « Vous êtes con !» C'était son truc, ça. « Vous êtes con !» Francis a fait les 3 ans. Ouais. C'est 3 ans la formation. Et moi, comme je suis arrivé 1 an après lui, j'ai fait 2 ans. Et au bout des 2 ans, j'ai demandé à Gérard David, le prof, est-ce que vous pensez que je peux arrêter la formation et jouer? Il m'a dit, ouais, maintenant, il faut que tu joues. Il me dit, t'es prêt, il faut que tu joues. Donc, il a accepté que j'arrête au bout des 2 ans. Je suis parti avec Francis à Paris. On avait écrit un spectacle entre-temps et on a commencé à jouer notre spectacle à Paris. Le spectacle, on a dû le jouer 100 fois ou 150 fois. On l'a joué un peu partout en France et beaucoup à Paris, dans 2 théâtres principalement. Et en parallèle, pour payer le loyer, les salles de théâtre et tout, Francis et moi, on est devenus profs de théâtre. Ok. Pour les enfants d'abord. Pour les enfants. Et après pour les adultes. Ouais. Ok. Donc dans une petite compagnie de théâtre ou dans des écoles, ouais. En fait, c'est les deux. Moi, j'étais embauché par la compagnie qui elle-même était embauchée par l'école. Et donc après cette aventure parisienne, t'as décidé de revenir sur Bordeaux? Ouais. J'ai essayé de revenir sur Bordeaux pour diverses raisons. Je pense la raison professionnelle, c'est que le duo en fait s'est arrêté. Francis a arrêté le métier de comédien et voilà, donc il a décidé d'en faire un peu plus passion. Fallait pas que ça devienne des contraintes. Et c'est vrai que mine de rien, ça a beau être un métier passion, il y a beaucoup de contraintes. T'as une charge mentale qui est constante. T'es tout le temps en train de penser à ça. Notamment quand t'es toi-même auteur, humoriste. T'es tout le temps en train d'essayer de trouver de la matière, des blagues, des trucs. Et puis c'est un métier où quand t'es autoproduit, comme c'était notre cas et comme c'est mon cas encore aujourd'hui, tu cherches tes salles tout seul, tu cherches tes festivals, tu cherches tes premières parties, tu dois trouver tu dois faire tes démarches pour remplir tes salles. Quand on jouait à Paris 1 fois par semaine, chaque semaine on se disait que peut-être on allait jouer devant 0 personne et donc il fallait aller dans les comedy clubs, il fallait appeler les gens machin pour remplir les salles. Tout le temps dans cette dans cette énergie-là, tout le temps. C'est génial d'être maître de son truc de A à Z, ça c'est trop cool. C'est beaucoup de travail. Mais c'est énormément d'investissement. Pour vraiment faire ce métier à 100%, c'est plus que de la passion, je pense. C'est presque un besoin vital, tu vois. Oui. Je sais plus quel membre de la troupe du Splendide, tu sais, donc la troupe des bronzés et tout ça, je sais plus si c'est Thierry Lhermitte, Gérard Julio, Christian Clavier, c'est un des gars de la troupe, qui disait que pour les jeunes comédiens, c'est une malédiction. Parce que à partir du moment où tu montes une fois sur scène et que tu te rends compte que c'est fait pour toi, c'est une drogue et tu peux plus jamais revenir en arrière. Une fois que tu as goûté le plaisir que c'était que jouer sur scène, et donc c'est une malédiction parce que du coup ça entraîne avec tout ça, quoi. Tout ça derrière, où tu vas chercher ta dose en fait, tu vois. Je vois très bien. C'est tellement de plaisir, tu vois, on n'est pas maso non plus. On le fait parce que c'est un plaisir immense. Ça qui est fou, c'est que tu vas passer une semaine de galère où tu as l'impression qu'il y a des portes qui se ferment, où t'es recalé, tu sais, on fait des concours aussi, les humoristes et tout. T'es recalé à des trucs, t'as fait 2 bides dans la semaine, ça marche pas, c'est aussi ça, tu vois, le métier.
Et puis un soir, tu vas sur scène, tu cartonnes, tu fais 10 minutes, tu cartonnes, ben t'es regonflé à bloc, quoi. Ouais. Et c'est que des pics comme ça, quoi. C'est un peu comme de l'entrepreneuriat, finalement. Il y a des hauts et des bas, Ouais. on sait jamais trop à quoi s'attendre. Ouais, bah, il y a complètement un côté entrepreneurial parce que déjà, bah, en fait, on est notre propre produit, quoi. C'est vrai. On vend notre propre produit. C'est vrai. C'est en ça que c'est compliqué aussi, c'est que les moments où ça marche pas, t'as l'impression que c'est toi tout entier qui est rejeté. Donc une des clés pour aborder ce métier, je pense, de façon beaucoup plus sereine, c'est de bien conscientiser que c'est pas le cas. Qu'il y a une différence entre mon boulot et moi. Que si un soir mon sketch il marche moins bien, ça veut pas dire que les gens m'aiment pas. Enfin, tu vois, mais ça a l'air très con de le dire comme ça. Je comprends ce que tu Mais veux en dire. vrai, c'est comme ça qu'on le prend, nous. Faut dissocier les deux, en fait. Ouais. Donc si on revient à aujourd'hui, donc tu es comédien, donc tu as ton spectacle, tu joues dans des comédie clubs. Est-ce que tu vis de ça ou est-ce que tu fais d'autres choses aussi Je vis de ça, donc j'ai le statut qu'on appelle le statut d'intermittent du spectacle. Je sais pas si tu vois un peu comment ça fonctionne. En gros, il faut faire tant de cachets, donc c'est un type de contrat, en fait c'est une forme de CDD mais qu'on appelle le cachet. Il faut faire tant de cachets dans l'année. Donc, du coup, ça te débloque un statut qui est le statut d'intermittent du spectacle. En fait, sur un cachet, il y a quasiment la moitié qui part dans des caisses, notamment cette caisse d'intermittent. Et du coup, quand on est intermittent, les jours où on ne travaille pas, on touche une partie de cette caisse. Et tous les ans, il faut refaire le nombre de cachets pour réactiver le statut. Voilà. D'ailleurs, c'est un statut qui est en danger. Je fais un peu de politique, mais le gouvernement actuel veut durcir la façon d'accéder à ce statut. Donc aujourd'hui, il faut 507 heures. Donc il faudrait passer à 580 heures maintenant pour débloquer ça. Et selon diverses études de divers syndicats, ça pourrait priver quasiment un intermittent sur deux de leur statut, quoi. C'est énorme. Fermeture de la parenthèse politique. Ok, c'est bon à savoir. Donc oui, je vis de ça via ce statut. En gros, mon quotidien, ma semaine type, je joue quasiment tous les soirs en comedy club. Je joue mon spectacle, mon one-man show, donc mon spectacle de sketch, 1 ou 2 fois par mois pour l'instant, avec l'envie de le jouer. J'aimerais bien jouer tous les week-ends en fait. L'ambition ce serait de partir en tournée. Là, toujours le même spectacle ou tu vas en écrire un nouveau? Non, là, en fait, ce spectacle, je l'ai joué 20 fois. Et on dit que pour un spectacle, qu'un one-man show soit abouti, il faut 80 dates à peu près, tu vois. Ah oui. Ouais. Je fais des vidéos aussi beaucoup sur les réseaux. Je fais une vidéo tous les 2 jours à peu près. Et après, je suis aussi prof de théâtre. Je parlais tout à l'heure du fait que j'avais travaillé beaucoup avec les enfants. Aujourd'hui, je ne travaille plus avec des enfants, mais je suis professeur dans une formation professionnelle pour des adultes. Donc c'est une formation en 3 ans où nos élèves, donc la formation c'est le Petit Plateau. C'est là où je joue aussi mon spectacle en ce moment. Et en fait, les élèves, ils ont des cours de chant, de danse, de théâtre classique, contemporain, improvisation et même de l'escrime de spectacle. Ah oui, c'est complet. Ouais. Moi, je fais pas tout ça. Moi, je leur donne des cours classiques. On travaille sur Molière, sur Marivaux. Sur Renaud avec ce que tu avais découvert. Ce que j'avais découvert au conservatoire, que j'avais adoré. Et j'ai gardé, ça c'est vraiment pour le plaisir, un groupe d'amateurs en théâtre d'impro. Voilà, c'est un groupe que j'ai depuis plusieurs années, que j'adore. Donc, en tant que prof ou en tant que prof aussi. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et tu participes Et je participe aussi à un atelier d'improvisation aussi à l'Alligator. Ok, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'improvisation? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout en fait. Oui, surtout qu'avec le stand-up, on voit plein d'humoristes faire de l'impro, donc des interactions avec le public et tout. Et des fois, les gens ils pensent que l'improvisation c'est ça. C'est être capable de faire une bonne blague au public et tout ça. L'improvisation théâtrale, c'est pas du tout ça. C'est drôle dans 80% des cas, mais pas seulement. On peut faire de l'improvisation théâtrale dramatique. On fait des très beaux spectacles comme ça. Pour résumer très brièvement, l'improvisation théâtrale, c'est un maître de cérémonie, un présentateur ou le public qui impose aux comédiens un thème. Et nous, sur ce thème, on va jouer une petite scénette. En général, c'est scène de 3-4 minutes. Et après, il y a des formats longs aussi. Des fois, on va jouer 1 heure où c'est la même histoire, c'est une pièce de théâtre, mais complètement improvisée. Le format, on va dire, le plus connu d'improvisation, c'est le format du match d'impro. Ah, il n'y a pas que ça? Non, il n'y a pas que ça. Il y a plein de formats. Le format du match d'impro, c'est un format qui vient du Québec.
qui a été créé dans les années 70. En gros, il y avait une troupe à l'époque, ils appelaient pas ça du théâtre d'improvisation, ils appelaient ça du théâtre expérimental, ils appelaient ça. Et donc ils faisaient du théâtre expérimental et ils se rendaient compte qu'ils remplissaient pas, à Montréal, ils remplissaient pas leur salle. Et un jour, il y a un copain à eux qui leur dit, hier soir je suis allé voir un match de hockey, donc c'est le match, c'est le sport le plus populaire au Québec, et c'était plein à craquer, c'était rempli de fous et tout. Et du coup ils réfléchissent, ils disent, est-ce qu'on pourrait pas mélanger les deux, le hockey et le théâtre, pour attirer les gens qui vont pas au théâtre habituellement, on leur vend ça comme un match de hockey, et on va remplir nos salles, quoi. Et donc ils ont réfléchi à ça, donc ils ont créé le match d'improvisation. Donc il y a 2 équipes, comme un match de hockey. On joue sur une patinoire donc, qui ressemble à une patinoire, il n'y a pas la glace évidemment, mais c'est une patinoire qu'on appelle dans le jargon la patoche. Ah ouais. Peut-être que moi qui suis un peu ringard, mais... Donc il y a 2 équipes qui ont effectivement des maillots de hockey. Attends, je vais te chercher un truc pour montrer à l'image. Donc les 2 équipes ont des maillots de hockey. Derrière le maillot de hockey, on a notre nom qu'on scotche au maillot avec des petits scratchs qui font comme les maillots de sportifs, quoi. Il y a un palet de hockey qui sert à faire pile ou face pour savoir quelle équipe joue en premier. Il y a un arbitre qui a un maillot d'arbitre de hockey à l'ancienne, noir et blanc avec les bandes. Il y a un présentateur, comme dans les matchs de hockey, pareil, le présentateur qui vient chauffer la salle et tout ça, le speaker, quoi. Après chaque improvisation, le public vote pour l'équipe qui a le mieux improvisé. Mais tout ça, c'est du spectacle, c'est ce qu'on appelle du décorum. En vrai, on s'en fout, c'est pas un vrai match, on s'en fout de savoir qui gagne. En puisque plus, les gens ils jouent plus ensemble que voilà. l'un contre l'autre. En fait, on joue mélangé, ce qu'on appelle une improvisation mixte. On va prendre 1 ou 2 joueurs de chaque équipe, on mélange, on joue ensemble. Et du coup, à la fin, on dit pendant cette impro, est-ce que vous pensez que c'est le joueur de cette équipe ou de cette équipe qui a le mieux fait avancer l'histoire? En réalité, on s'en fout, c'est pour le spectacle. Faire participer les gens aussi, voilà. Parce que l'interaction, ça permet de maintenir les gens. Ça inclut le public, ça, voilà, c'est juste, ça a été une façon maligne, voilà, quand ils ont créé ça dans les années 70, ça a été une façon maligne de créer du spectacle sur la base du sport, à partir de quelque chose qu'ils faisaient déjà sous forme expérimentale. D'ailleurs, il y a un arbitre qui est là pour siffler des fautes, donc il y a des fautes en improvisation. Ça veut dire qu'on crée une histoire ensemble, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a une faute par exemple de cabotinage, c'est quand tu fais des blagues pour t'attirer la sympathie du public, mais ça ne fait pas du tout avancer l'histoire. Je crois que c'est l'arbitre qui la décide, je crois que c'est ça, cabotinage. Ça, c'est hors cadre, c'est quand tu respectes pas la thématique que l'arbitre a imposée en début d'impro. Par exemple, la prochaine improvisation sera à la manière d'un film de Tarantino, et puis tu me fais une impro qui n'a rien à voir. Mais ça, du coup, il le fait à la fin, du coup, le signe pour dire que c'est hors cadre. Il le fait à la fin de l'histoire, ouais. Oui, c'est ça. Quand en fait, il siffle au milieu de l'histoire, tu dis ah merde, là j'ai fait une connerie, et à la fin, il fait le signe pour dire qu'est-ce que j'ai sifflé pendant cette histoire, et il explique au public et tout ça. Et en fait, pareil, tout ça, c'est une façon de créer du spectacle. Et le rôle de l'arbitre, il est volontairement méchant et désagréable pour créer du spectacle, et aussi, ça a vraiment été pensé comme ça en amont, pour rendre les joueurs plus sympathiques. C'est-à-dire que si une impro, elle est un peu moyenne, l'arbitre va volontairement être méchant pour se faire huer par le public, et comme ça, en opposition, on va aimer les joueurs. Tu as retard de jeu. Tu sais, l'arbitre, il donne un titre d'impro, puis ensuite il dit 3, 2, 1, impro. Si à ce moment-là, tu rentres pas sur scène, tu commences pas à jouer, il y a retard de jeu. Mais aussi, un retard de jeu, c'est si pendant ton histoire, on s'emmerde. En retard de jeu. Genre, il se passe rien. Rudesse, c'est soit une rudesse physique, voilà, on n'a pas le droit de bousculer un joueur, ça bien sûr. Soit une rudesse dans l'histoire, c'est-à-dire tu vas imposer trop, parce qu'en impro, on est censé improviser ensemble, trouver les idées ensemble. Et si j'arrive et que je t'impose ton prénom, ton âge, ton statut, ton machin, c'est rudesse. Voilà. Mais c'est une faute qui est rarement sifflée, qui est sifflée surtout chez les débutants, parce qu'après, quand tu es un joueur expérimenté, il n'y a plus vraiment de rudesse. C'est-à-dire que tu peux imposer des choses, mais l'autre, il va savoir quoi faire de ça. Moi, ça ne me dérange pas qu'on m'impose des choses, je vais trouver autre chose, je vais trouver ma liberté dans ça. Voilà. Donc, voilà. Et la faute de cliché, je ne me rappelle plus du signe sur le cliché, dans un match d'impro, tu dois tout créer de A à Z, donc tu n'as pas le droit de citer une marque qui existe déjà, tu n'as pas le droit de citer une personnalité qui existe déjà. Si tu fais un agent secret, tu ne peux pas l'appeler James Bond. Tu peux l'appeler Jimmy Bond si tu veux. Tu vois, tu peux détourner les noms. Même un arbitre un peu tatillon,
il peut siffler une faute de cliché si tu siffles, si tu chantonnes un air qui existe déjà. Tout doit être vraiment créé. Tu vois. Après, t'as plein de formats. Nous, on se posait la question de est-ce que vous préparez des choses avant? Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez votre petite sélection de personnages que vous rejouez de temps en temps? Enfin, tu vois? Alors, oui et non. On ne prépare rien du tout. Ouais. On ne sait pas du tout. Les listes de thèmes que l'arbitre a, on appelle ça le barillet. Et le barillet, on ne le connaît pas avant le spectacle. Alors, de temps en temps, l'arbitre, quand il ne connaît pas tous les joueurs, il vient nous dire je vais peut-être faire cette catégorie, genre à la manière d'un film de Marcel Pagnol. Est-ce que vous avez les codes? Non, on n'a pas les codes. Alors, il faudrait que ça se passe à Marseille, qui est ça, qui est truc. D'accord, très bien. Hop, mais c'est tout. Okay. Après, pour ce qui est des personnages, on a tous inconsciemment ce qu'on appelle des personnages refuges. Des personnages qu'on aime bien jouer. Moi, quand j'ai commencé, je sais pas pourquoi, quand j'avais 17-18 ans, j'aimais bien faire l'italien. Je faisais souvent hyper cliché. Moi, et tout, je faisais l'italien. Bon, pardon pour mes amis italiens. Par contre, du coup, au niveau de la préparation, je te le disais, moi je donne des cours d'impro. Je vais dire, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait dans les cours? On apprend au cerveau à se mettre dans cette disponibilité constante. Parce qu'en fait, improviser, on en est tous capables et on le fait tous dans la vie. Tu vois, là, quand on discute, on ne sait pas ce qu'on va se dire, on improvise. Tu réagis à ce que je te dis et je réagis à ce que tu me dis. C'est la base de l'impro. Quand tu commences l'impro, il ne faut surtout pas te dire ce soir je veux être drôle, pertinent, original. Surtout pas. Okay. Parce que c'est horrible de dire il faut absolument que je sois original, absolument que je sois drôle. C'est impossible. La seule chose que tu as à faire en impro, c'est être inspiré par ce qui se passe, donc être à l'écoute et être inspiré. Et du coup, en faisant ça, devenir inspirant pour les autres. Être inspiré, être inspirant, devenir inspiré, etc. Tac, tac, tac. Et c'est que ça l'impro. Et du coup, dans un atelier d'impro, dans un cours d'impro, eh ben, on va apprendre au cerveau et au corps, à tout, à être à l'écoute et à pouvoir rebondir sur ce qui se passe. Instant présent, lâcher prise. Et les 3 mots que je dis en général à des débutants, c'est écoute. L'écoute, c'est aussi les oreilles, mais c'est aussi l'observation. Acceptation. Ne refuse jamais une proposition. Si on m'appelle papa, mais que dans ma tête, j'avais pas prévu d'être son père, je suis son père, ça y est. Ça a été dit, c'est vrai. Acceptation et proposition. Du coup, je rajoute une idée. Je suis son père, mais je suis son père qui revient de la guerre au Vietnam. Hop, rajoute un truc. Et c'est comme ça. Et le fait que j'ai rajouté ce truc, bah lui, il accepte ça et il rajoute encore un truc. Et hop, et on écrit l'histoire ensemble. Ok. Et donc les cours, c'est de la mise en situation Alors moi, mes cours en général, on commence toujours par des petits échauffements à la fois physiques, parce que c'est quasiment un sport, hein, il y a un truc vraiment d'implication corporelle. Des échauffements, surtout en début d'année, de lâcher prise, donc être capable de faire des trucs un peu ridicules, qui ont l'air ridicules, mais bien mettre dans la tête des improvisateurs qu'il n'y a jamais de ridicule si c'est assumé. Et après, on va travailler, on va faire des petites histoires, et on va travailler sur des thématiques. Aujourd'hui, on va faire un cours sur les personnages, donc on va essayer de travailler des personnages. On va faire un cours sur les émotions, on va faire un cours sur l'espace, créer un paysage, un décor. On va faire des cours plus précis sur des thématiques. Aujourd'hui, on va faire un cours, on va travailler les comédies romantiques. Tiens, comment on joue une comédie romantique? Okay. Quel type de personnages on a, les rencontres, les machins, les lieux. Ok, trop bien. Travailler les films d'horreur. Qu'est-ce que ça fait? Parce que pareil, je te dis, c'est pas que comique. On a envie de faire une histoire qui fait peur au public. Comment on fait? On travaille ça, etc. Donc, hyper intéressant toute cette petite aparté sur l'improvisation. C'est hyper cool, je pense qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas et j'incite tout le monde à aller voir un match d'impro ou un autre type de spectacle d'impro parce que franchement c'est hyper cool. Mais si on peut revenir à ton spectacle. Donc, okay. C'est un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Ouais. Donc tu as écrit et joué ton spectacle et tu continues d'ailleurs toujours. Ça s'appelle Clément Corbia voit les choses en face. Exactement. C'est ton premier spectacle? C'est mon premier spectacle tout seul. Solo. Avant tu étais donc avec Francis. Voilà. Ok. J'avais un duo qui s'appelait Les Deux Mecs Là-Bas, avec lequel j'ai joué de 2015 à 2019. Donc notre premier spectacle s'appelait Tournée d'adieu. Ça nous faisait rire de faire un premier spectacle Tournée d'adieu, voilà. Ça annonce la couleur. C'est un peu la grille de lecture du duo, quoi. Et donc c'est ça mon vrai premier spectacle. Après on a écrit un spectacle qui s'appelle Le Spectacle Éphémère, qu'on a joué qu'une fois pour finir le duo. Okay. On ne voulait pas finir le duo comme tout le monde en faisant une dernière date du spectacle.
Donc c'est beaucoup d'investissement quand même. C'est-à-dire qu'on a écrit un spectacle, on l'a monté, on l'a répété pendant des mois, on l'a joué une fois et on a fini. Et on a joué à la drôle de scène. C'est un concept. Donc c'était cool, on a joué devant 110 personnes, c'était complet, on a fini et voilà. Vous avez fini sur une bonne note. Ouais. Et donc là, ton spectacle, est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as écrit? Est-ce que tu l'as écrit seul? D'où t'es venue l'inspiration? Combien de temps ça t'a pris de l'écrire? Et quand le duo s'est arrêté, j'ai tellement pris de plaisir à faire ce duo que pour moi, c'était fini en fait. Et comme entre-temps, en plus, j'avais découvert le métier de comédien, de jouer des textes de d'autres personnes, d'être au service d'un metteur en scène, au service d'une idée artistique, et que j'ai adoré ça, ben voilà, j'avais fait le deuil de ça et pour moi c'était fini quoi. J'étais devenu comédien à côté et c'était trop bien. J'ai un copain qui voulait lui monter sur scène et tout, et en fait c'est un copain qui a énormément de talent mais qui a mis énormément de temps à oser se lancer, il avait très peur et tout. Et du coup moi je lui ai dit, bah écoute si tu veux, j'écris un sketch aussi tout seul et comme ça on s'inscrit tous les deux au même comedy club, au Gavé Style, et voilà. Et du coup je rentre chez moi, je me mets sur mon ordi et en 1 heure, j'écris 10 minutes de sketch. Ça t'a pris comme Comme ça. ça. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, donc je suis capable d'écrire tout seul. C'était la première fois que j'écrivais. J'avais déjà écrit une pièce de théâtre, tu vois. Mais là, écrire tout seul un sketch en solo, c'était la première fois. Tu te sous-estimais un peu? Tu pensais que t'en étais capable que si t'étais accompagné de quelqu'un? Alors je sais pas, mais en tout cas, je pensais que j'allais pas aimer jouer tout seul, ça c'est sûr. Ah, ok. Quand j'ai commencé, j'aimais pas beaucoup le stand-up, tu sais, américain avec le micro-main, le stand-up personnel où on se livre sur soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en font que j'adore, mais moi je me voyais pas faire ça, tu vois. Et du coup, je me suis rendu compte que je pouvais trouver ma liberté, que j'étais pas obligé de faire ça, mais que je pouvais quand même jouer tout seul, quoi. Bah, j'ai commencé à jouer dans les comedy clubs à Bordeaux, tout seul. Et il s'est passé 1 an, je crois, un an et demi entre la fin du duo et le début tout seul. Ok. Et donc c'était vraiment le déclic de le faire avec ton ami en même temps? Ouais, et au final, je crois que j'ai joué avant lui parce que lui, il a encore repoussé. Ouais, il avait peur Ouais. ou... Ouais, il a repoussé pour plein de raisons, Ok. voilà. Et donc l'inspiration pour écrire ton spectacle, ça a vraiment été ta vie, tes expériences personnelles, quelque chose que tu as vu à un moment? Enfin, ça peut être plein de Ouais, choses, mais c'est peut-être... en fait, ça a beaucoup changé à partir du moment où j'ai commencé à écrire et maintenant, j'écris plus de la même façon. Au début, j'écrivais, parce que moi je suis très passionné, très amoureux de l'absurde, notamment l'absurde anglais, les Monty Python, tu vois, tout ça. Et du coup, en France, Alain Chabat, tout ça, tu vois, qui est vachement dans ce truc-là. Même l'absurde américain, des As, tu sais, y a-t-il un pilote dans l'avion, les trucs comme ça. Donc en fait, quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit des situations. Ok. Et tu vois, c'est en ça que c'est un peu différent du stand-up. Dans le stand-up, on est beaucoup dans le récit de soi-même, dans l'anecdote, voilà. J'ai écrit des effets en fait absurdes. Donc mes premiers sketchs, ça a été ça. Pour la première fois, je me suis dit, est-ce que je peux parler de quelque chose d'intime, mais moi, j'aime pas parler de choses intimes de façon frontale. Il faut toujours que ce soit mis en scène, transformé, mis dans quelque chose d'autre. Parce que c'est ce que j'aime, en fait, j'aime transformer en art quelque chose. J'aime pas laisser la matière brute, tu vois. Du coup, j'ai commencé à écrire sur mon village, mais de façon décalée et tout ça. Et aujourd'hui, quand j'écris, c'est plutôt de l'observation, des choses où j'aime bien parler. J'ai un sketch sur l'art contemporain, j'ai un sketch où je parle de la radioactivité des bananes dans mon spectacle. Et j'essaie toujours, en fait, à la fois de transmettre une idée, c'est-à-dire que c'est un spectacle où on apprend des choses, et à la fois de trouver l'élément de mise en scène, donc théâtral on pourrait dire, qui permet de transformer cette idée brute en quelque chose de spectacle. Ok. Tu vois. Combien de temps ça t'a pris d'écrire un premier jet, on va dire? Ça m'a pris 4 mois, je pense. Ok. 4-5 mois. Mais avec, à partir de matières que j'avais déjà écrites avant, tu vois. Que t'avais déjà testé aussi, peut-être Ouais. en commentaire. Et t'as été aidé après pour la mise en scène ou t'as tout fait tout seul? Oui, enfin j'ai eu des retours quoi. Avant la première du spectacle, j'ai joué 2 fois mon spectacle devant une personne. 2 copains, copines, comédiens, comédiennes, qui sont venus me faire des retours vraiment de mise en scène quoi. Après quand j'ai commencé à écrire mes sketchs,
j'envoyais mes sketchs papier à mon petit frère Lucas et à ma pote Sarah. Et ils me faisaient des retours sur les vannes en fait. Ok. En fait, s'ils se marraient juste à la lecture du texte, c'est que c'était bon Ok. signe, tu vois. Ok. Bon, du coup, ça a complètement cassé ce que j'allais te dire, mais c'est pas grave. Donc, en tout cas, moi, je l'ai ressenti dès la première fois que je t'ai vu dans un comedy club où on voit très bien que t'as pas le même style qu'un humoriste classique, on va dire, même si tout le monde a un peu son ADN. En fait, je trouve qu'on sent que t'as une empreinte théâtrale forte. On sent que t'es un comédien dans la diction, dans la manière de t'exprimer et tout. Et du coup, j'imagine que c'est quelque chose de volontaire aujourd'hui dans ton spectacle, etc., de mettre en avant. En fait, ça devient volontaire à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais comme ça, mais à la base, c'est pas forcément volontaire, c'est que je suis comme ça. Déjà, je pense que dans la vie, je suis quelqu'un qui a une diction un peu, qui appuie sur les mots et tout. Je suis un peu comme ça. J'ai fait du coup le conservatoire, j'ai joué dans des pièces où on m'a appris à porter la voix. Tu vois, avec les salinières, on joue parfois dans des salles devant 400 personnes sans micro, tu vois. Donc, t'apprends à porter la voix. En fait, quand t'es artiste, je pense que la première étape, c'est d'essayer de s'analyser, de se dire, tiens, qu'est-ce qui transparaît? Et c'est là aussi où on écoute les retours du public. Qu'est-ce qu'ils viennent te dire à la fin du spectacle et tout. Et tout ce qui pourrait être en fait des défauts, faut que t'en fasses ta force. Faut surtout pas gommer les aspérités, quoi. Pour moi, c'est pas du tout un défaut. Je trouve que c'est justement ce qui te démarque des autres. Oui, mais ça pourrait, j'en parlais avec un copain. Souvent, quand on commence le stand-up, on dit justement fais attention à pas avoir une posture trop théâtrale et tout. Tu sais, de pas surjouer tes effets, de pas. La dernière fois, j'étais dans le métro, tu vois, ça vient. Bon. Donc, le problème, c'est l'entre-deux. C'est que si tu es dans un truc très stand-up américain, mais qu'en même temps tu as une posture théâtrale, ça fonctionne pas. Par contre, si tu te rends compte que ce truc de posture théâtrale, ça va être ta force et c'est ton ADN, vas-y à fond. J'ai beaucoup travaillé pour que ça semble naturel. C'est-à-dire que je veux surtout pas que les gens se disent c'est une posture théâtrale. C'est-à-dire que faut que ça devienne mon personnage, faut que ça devienne moi-même, une extension de moi-même, tu vois. Mais faut qu'on se dise que ce gars sur scène il pourrait exister, que c'est pas juste un mec qui est en posture théâtrale, tu vois. Donc faut que ça semble. La deuxième grosse étape du travail, c'est donner l'impression que tout ceci est improvisé. C'est donner au public l'impression que c'est la première fois que tu dis ton texte. Ça, c'est la base au théâtre, tu vois. Donc, tu as plusieurs cordes à ton arc. Est-ce que tu as une préférence entre faire de l'improvisation, jouer à un spectacle de théâtre ou jouer à un spectacle d'humour? Ça dépend beaucoup de avec qui je joue. Tu vois, un comédie club, si sur le line-up, donc sur la liste des humoristes présents ce soir-là, j'ai que des copains, c'est le meilleur soir de ma vie, tu vois. Je joue avec des copains, on se fait rire entre copains, on boit des coups sans alcool, évidemment. Non, c'est vrai, jamais d'alcool à inventer. On boit des coups entre les sketchs, on monte sur scène, on se fait marrer, et c'est super, tu vois. Et au théâtre, c'est pareil, si j'ai l'occasion de pouvoir jouer... j'adore, en ce moment je suis sur un projet, je joue dans une pièce dramatique en ce moment. On joue dans différents lieux. Là, on va avoir une date, je sais pas si la vidéo sera sortie avant, mais au mois de juin, vraiment. Non. Je pense pas, je suis pas optimiste. Alors on sera en tournée partout en 2028 et du coup là c'est avec des comédiens que j'adore et tout et c'est un plaisir. Et pareil au Salinière, c'était un plaisir de jouer avec ces gens-là. Je pense qu'il y a un plaisir plus grand à jouer avec des gens, ça c'est vrai. Parce que c'est une discipline collective, le théâtre, c'est un plaisir énorme quoi, de partager ça avec des gens, essayer de se surprendre, essayer de faire ce que j'adorais en duo, essayer de faire rire le copain sur scène, le surprendre, le machin, truc tout con. Moi, mon pote Francis, il s'amusait à mettre des chaussettes ridicules pour me les montrer discrètement dans le spectacle pour essayer de me faire rire, tu vois. Mais par contre, le plaisir que j'ai dans le stand-up, dans le one-man show, c'est que c'est un peu l'art total dans le sens où je suis aux manettes du début à la fin. Dans l'écriture, dans la mise en scène, dans le jeu, dans la communication. Et c'est un vrai luxe pour un artiste de pouvoir tout gérer de A à Z, de faire soi-même son propre truc et d'avoir aucune censure. Si 3 minutes avant de monter sur scène, j'ai envie de changer mon texte, de commencer différemment, de faire un nouveau gag, j'ai le droit, tu vois. Donc c'est deux plaisirs différents. 3 du coup, avec l'impro. Et avec l'impro c'est encore autre chose. L'impro pour moi c'est vraiment la cour de récré. Ouais. Voilà.
Bon délire avec les copains, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Les rencontres, rencontrer des gens. Comme je te disais, le fait de jouer avec plein d'autres gens finalement. Ouais. Aussi. Ce qui est cool avec les comedy clubs, c'est qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais fréquentés dans la vraie vie, entre guillemets. Parce que dans le stand-up, on vient de tout milieu sociaux, tout milieu culturel. Donc c'est trop cool. Ouais, la rencontre avec le public, c'est génial, pouvoir discuter avec le public après le spectacle. C'est une fête en fait, tu vois. Je vois mon métier comme, et notamment le stand-up parce que j'écris tout seul, je me crée des petites cours de récréation. Je m'offre des petits moments et c'est dur de se le dire parce que des fois, je te disais, il y a tous les côtés compliqués de ce métier et tout. Et des fois, on est un peu la tête dans le guidon, boulot. Et quand tu prends un peu de recul, on se dit, mais quelle chance quoi. Je m'offre du plaisir. Et ce qui est bien avec les comedy clubs, c'est que ça remplit un peu tout seul. On n'a pas de com à faire pour le coup parce que c'est le comedy club qui remplit. Tu vois, hier, t'es au Gaestal, tu joues devant 100 personnes. T'as du temps, en plus le best-of du Gaestal, on a 20 minutes chacun, t'as 20 minutes pour faire ton truc. Les gens ils te suivent, enfin, je me sens trop chanceux quoi. Tu sais, je repense à petit Clément de 5-6 ans, je lui fais des checks, je lui dis, tu vois, tu l'as fait, c'est trop cool. C'est trop cool, ouais. Bravo à toi. Bah merci, bravo à lui, mon petit garçon. T'as réalisé son rêve. Ouais. Est-ce que t'as un souvenir marquant à nous partager? Pour mes 16 ans, ma mère m'a offert des places pour un spectacle de Pascal Légitimus, donc un des 3 inconnus qui avait monté une pièce qui s'appelle Plus si affinité, où il jouait avec Mathilde Amé, et c'était au Féminin, donc on est allé voir le spectacle là-bas, et à la fin du spectacle, ma mère qui est trop forte en tchatch, elle avait son plan dans la tête, elle a sympathisé, parce que ma mère sympathise très vite, elle a sympathisé avec une pote de Pascal Légitimus qui venait voir le spectacle. C'est improbable, c'était par hasard. Non, parce que c'était après le spectacle, c'était la file devant, tu sais, où les gens attendaient pour des photos et tout. Et donc, t'as aussi un peu les proches et tout. Donc, elle a écouté, elle a tendu l'oreille, elle a vu, elle a discuté. Du coup, cette femme nous a fait rentrer dans les loges. Donc, j'ai rencontré Pascal Légitimus et Mathilde Amé dans les loges et tout. C'était. Ça, c'est un souvenir marquant. Ah ouais, mais c'est un souvenir du coup de spectateur, tu vois. Et le fait de pouvoir maintenant me dire. Même si c'est que pour une première partie et que c'est que 10 minutes, de me dire que là c'est moi qui vais y jouer, tu vois, il y a un petit truc de la boucle est un peu bouclée, c'est cool, tu vois. Trop bien. Et le rêve, c'est quoi? Wow. Est-ce que tu aimerais jouer dans un film par exemple, ou est-ce que c'est vraiment la scène qui te plaît? J'ai déjà j'ai fait des petites choses au cinéma. J'ai joué dans un film qui s'appelle Le Règne Animal. Ah ouais? Ouais. Mais je suis dans les bonus du DVD, mais je ne suis pas dans la version. En scène coupée. En fait, c'est plus que ça, c'est qu'il y a une première version longue qui est sortie notamment à Cannes. Et moi, je suis dans la scène de fin, donc j'étais diffusé à Cannes. Ensuite, ils ont coupé pour la version cinéma. Et au cinéma, et après, dans les DVD, dans les VOD, ils ont ressorti la fin alternative qu'ils appellent. Je suis dans la fin alternative. Mais du coup, j'ai une scène avec Romain Duris. Oh, donc, c'est un peu la classe. Et moi, je suis extrêmement curieux de ce métier, donc j'aimerais bien faire plein de choses. Je suis passionné de cinéma, tu le vois dans l'appart, j'ai des affiches partout. Si je pouvais jouer dans des films, j'adorerais. Après, j'ai ce rapport charnel à la scène, j'aime jouer sur scène, quoi. J'aime avoir les retours directs des gens et tout. Mais ce qui est magnifique au cinéma, c'est que tu peux développer, tu vois, tu développes sur un format long, une histoire, tu tournes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il y a un truc. C'est vraiment cool, quoi, de pouvoir creuser un rôle comme ça. Donc ça ferait partie des potentiels projets si t'en as l'opportunité. Ouais. Après, pour l'instant, le vrai projet, on va dire plus concret, c'est avec mon one-man show, c'est de le faire tourner un peu partout en France, de commencer à jouer dans des salles un peu plus grandes, et puis... On te le souhaite. Et puis voilà, ouais, merci. Pas de raison. Dernière question. Oui. Est-ce que tu as une bonne adresse food bordelaise à nous conseiller? Putain, j'ai pas réfléchi à ça. Ah bah bravo, ah bah super. Je n'avais qu'un devoir, c'était celui-là. Attends, une bonne adresse. Food. C'est Yamato, c'est un restaurant japonais dans le quartier de Forum à Talence. Donc, bah, c'est sur la ligne B, on est quasiment dans Bordeaux. C'est en face du cinéma de Talence. Ok. Et ils font des sushis extraordinaires, des petites... comment on appelle ça, les petites brochettes de crevettes panées là, des tempura, tempura de crevettes, incroyable, pas grasse du tout, très très bonne. C'est pas si cher, t'en as vraiment pour ton argent, je conseille. Voilà. Et je n'ai pas de partenariat avec eux, mais je les conseille.
Eh bien, merci Clément pour ce moment. On a été un peu indisciplinés, mais, Ouais. mais Mais c'était fallait très t'en chouette. douter à interviewer des humoristes aussi. Oui, c'est vrai, je sais pas à quoi je m'attends, mais... Bah oui. Mais c'était très cool, donc merci pour ce moment. J'espère que vous avez apprécié cette interview. Je vous conseille d'aller suivre Clément sur les réseaux sociaux. Je mettrai tous les liens et tout ça dans la barre d'infos comme d'habitude. Et je vous conseille d'aller voir son spectacle, évidemment. Donc là... On donne pas de date de Voilà. spectacle parce qu'on sait pas quand la vidéo sera montée et diffusée. Mais il y en aura. Mais et- si en 2032 je joue encore mon spectacle, bah venez le voir, ça serait super sympa. Il se fout de moi, c'est nul. Bon, voilà, en tout cas, allez le suivre, allez suivre ses actus, allez regarder ses vidéos et abonnez-vous également à mes réseaux sociaux quand même, à la newsletter et on se retrouve dans un nouvel épisode.